Ben d'abord, je suis un paysage puisque j'ai fait des séries de photos avec des petites figurines, des chèvres, des lapins, des Indiens, des cow-boys, des soldats, des tanks, des ambulances, des avions, tout ça sur mon corps. Et en prenant ces photos, ou plutôt en faisant prendre ces photos, parce que moi des fois j'étais couché sur le ventre et je ne pouvais pas prendre les photos, des fois c'était sur mon dos, je me suis aperçu que l'air de rien, j'y avais jamais pensé comme ça, mais j'étais réellement un sacré paysage, vraiment quoi. C'est-à-dire que quand les photos ont été assez agrandies, ont fait 1 mètre de haut, quand elles étaient grandes, et si vous voyez ne serait-ce que mon menton agrandi sur une photo d'1 mètre, vous avez une falaise, avec des petits poils de barbe qui sont tac 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 comme ça, vous avez des boutons, vous avez tout ce que vous voulez. Donc je me suis aperçu que selon l'échelle, si on a des petits personnages sur le corps, pour eux on est un immense paysage. Voilà. Donc je suis parti sur cette idée, et il y a eu un singe qui s'est mis comme ça au bord de mon œil, qui s'appelle le singe à l'œil, qui est juste accroché au bord de l'œil, avec l'œil quoi, et c'était comme ça, assez vaste, et je me suis aperçu que cette notion de grandeur n'existe pas, quoi. On est ni grand ni petit, quoi. L'éléphant est grand effectivement, mais la fourmi est grande aussi par rapport à une bactérie, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé que tout pouvait être un paysage selon comment on se plaçait, et que c'est aussi lié peut-être au déplacement aussi, hein, d'un paysage. C'est pas quelque chose de stable. Moi je parlerais plus de paysages qui se déplacent. Donc je pense aussi à toutes ces dérives de toute ma jeunesse, à Paris, dans des villes, à Marseille, à l'étranger, pour aller écouter des musiciens dans un bar, ou pour aller faire des choses comme ça. Donc là, le paysage, c'est plus ce que c'était. C'était la nuit, c'était d'être avec des copains, c'était d'aller d'un endroit à l'autre, de se retrouver à la gare à 5 h du matin, quand les gares étaient ouvertes toute la nuit, pour manger un steak frites ou boire un coup. Voilà, ça, le paysage là devient une espèce de dérive, quoi. Voilà, je vois plutôt ça. Ouais. Alors, disons-le tout de suite, pas tôt le matin, plutôt tard. Donc en me réveillant plutôt tard, je me réveille avec le bruit de la ville en activité. Donc ça, c'est pas désagréable, parce que je me dis, tiens, ça bouge, ça bouge, les enfants sont bien allés à l'école, et les voitures roulent bien dans les rues. Et ce qui est très agréable aussi, c'est de se réveiller avec quelqu'un à côté de soi, et avec... si possible, cette même personne s'est enlevée un tout petit peu avant pour faire le café, donc avec l'odeur du café qui est déjà là. Ou alors dire, je vais préparer le café. Oh non, 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 j'y vais. Ah bon, d'accord, ok. Alors l'amour, c'est pas compliqué. L'amour, c'est pas compliqué. L'amour, ça fait 5 lettres. L'amour, si ça commence par une capitale, c'est l'amour avec un grand A. Grand A. Si ça commence par une petite lettre, une minuscule, pas une capitale, c'est avec un petit A. Voilà. Donc il y a l'amour avec un grand A, et il y a l'amour avec un petit A. Donc il y a des tas différents selon les... Après, ça fait 5 lettres. Et les mots de 5 lettres sont des mots qui sont assez beaux. On pense tout de suite au fameux mot de 5 lettres, merde, qui est historique. Mais il y a envie, il y a désir, il y a refus, il y a larmes. Enfin, il y a beaucoup de mots de 5 lettres qui sont des beaux mots, faciles à transporter, simples et faciles à transporter.
Amour, ça a 3 voyelles, ça a 2 consonnes, et ça, je m'arrête sur les consonnes, parce que il y a une belle consonne qui est le M, qui a une très belle forme, et il y a des écrivains, il y a des poètes qui ont trouvé que ce M fait penser à des jambes écartées, des choses comme ça. C'est aussi le M de la mer, des vagues, de maman, enfin le M est une magnifique lettre, et puis c'est M, donc amour à M en plein centre. Et ça finit par R, qui fait R comme ça, donc on peut dire A, ça commence A là, par une grande ouverture, A noir, disait Rimbaud, A, et ça fait amour, ça finit par comme ça, par une espèce de roulement, de gémissement, de choses comme ça. Et ça fait partie de ces mots aussi sur lesquels j'ai pas mal travaillé, parce qu'il a un O en plein milieu, au milieu. Tac, 2 lettres, et le O au milieu. Donc, moi je l'ai même fait tourner le mot amour. Donc, si vous prenez le O comme ça, vous mettez un clou dans le O, vous faites tourner amour, et vous avez le O qui va rester un rond, et tout le reste va tourner comme une hélice, quoi, va disparaître. Et ce rond au milieu, c'est tout ce qu'on veut, quoi. C'est le trou, c'est l'infini, c'est beaucoup de choses. Donc c'est un mot sur lequel j'ai beaucoup pensé. J'ai fait A, M, 1 avec le O au milieu, je l'ai mis en place. Donc un beau mot de 5 lettres. On peut s'en servir, on peut le garder. Gardons-le. Gardons-le. Béchamel. Béchamel. On peut m'acheter avec de la béchamel. N'importe quoi avec de la béchamel. D'abord je pense à avoir quelque chose d'une femme. Je pense que la délimitation est quand même assez difficile à définir réellement. Et j'ai quand même une conscience politique, une conscience sociale, qui fait partie aussi de des choses sur lesquelles j'ai réfléchi. Et je pense qu'être une femme, même encore maintenant, pose quand même des difficultés, pose des problèmes. En tout cas, je vois tout bêtement, moi, quand il y a un festival de poésie, une exposition d'art collectif avec un certain nombre de participants, je prends la liste, je compte, et je vois le pourcentage de femmes et le pourcentage d'hommes. Qu'on le veuille ou non, c'est difficile de vivre ça très calmement, quoi. Il y a un moment, on se dit, mais c'est pas croyable, quoi. C'est pas possible que dans les écoles, dans les universités, dans les écoles d'art, partout, il y a un nombre de femmes extraordinaires. Vous allez faire des études de lettres, il y a beaucoup de femmes dans une fac de lettres. Vous allez dans une école des beaux-arts, il y a 80% de femmes dans l'école. Parmi les étudiants, et il y en a plein au secrétariat, toujours au secrétariat, il y en a toujours, des bibliothécaires, souvent des femmes, enfin il y a quand même beaucoup de femmes, même autour de, voilà. Et à un certain moment, quand la pyramide monte, à un certain niveau de profs, il y en a de moins en moins. Plus les profs sont importants, moins il y a de femmes. Au niveau des directeurs, il n'y en a presque plus du tout. Donc, pour moi, il y a un réel problème qui se règle pas par un haussement d'épaule. Donc, si j'étais une femme, je pense que j'aurais un peu de mal à supporter ça, quoi. J'aurais un engagement que j'ai un peu en tant qu'homme, quoi, puisque moi, par exemple, j'ai fait une revue, une maison d'édition, et on a essayé réellement de faire 50%. On a vraiment essayé on se mettait des quotas dans la tête, quoi. Et quand on sortait un numéro, on disait, mais tu as vu ça? Mais tu te rends compte? Regarde, il y a presque pas de femmes. Ah merde, c'est vrai, maintenant que tu me le dis. Voilà. Et tout d'un coup, on disait, mais c'est pas normal. Pourquoi on les a... Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ouais. Donc on rectifiait ça volontairement, en disant, mais c'est vrai, c'est incroyable, on ne s'est pas rendu compte, on a travaillé entre hommes. Ouais. Évidence. Ouais, évidence. À cause de
parce que on peut se rendre à l'évidence. On peut se rendre par des chemins à l'évidence. Et c'est un joli mot. J'aime bien ce mot. Il est doux. Il est dense. Il danse. Il y a la danse et il est dense. Il y a le vide. Ce vide qui est vachement important quand même. Hein, on a besoin beaucoup de vide pour être. Et dans le vide, il y a vie. Voilà, donc si tu enlèves le dé, tu as un coup de dé, hop, tu fais sauter le dé par un coup de dé, et le vide devient vie, et la vie a besoin aussi de vide. On pense toujours que la vie a besoin de plein, mais c'est le plein, il lui faut le vide, quoi. Donc voilà, danse, voilà. Comme je disais, j'ai pas tellement le goût de l'admiration. J'ai pas cette faculté d'admirer vraiment les. Mais j'ai un souvenir de quelque chose, d'un être que j'ai admiré. J'écrivais un livre sur un artiste qui fait partie alors là aussi, qui est un grand frère pour moi, qui s'appelle Robert Filiou. Donc j'écrivais ce livre, j'ai mis plusieurs années à l'écrire. C'est un bouquin qui fait 300 pages, qui est une biographie sur Robert Filiou. Et j'étais en Dordogne, et avec un ami qui s'appelle René Rioux, et on allait chez Marianne, la veuve de Robert Filiou. Je devais travailler avec Marianne. Et René m'avait accompagné avec un petit camion rouge qu'il avait. Et donc on est dans la campagne du côté des Zézis. Et il arrête son camion rouge devant la maison des voisins. Et on se gare. Et je descends, j'ouvre la portière, je descends. Et là, très près de moi, je vois un chien qui était sur un talus. Voilà, qui ne bougeait pas, qui était immobile sur un talus. Je le vois donc très près, et je suis un petit peu étonné de voir ce chien qui ne bouge pas tellement, qui ne me regarde pas vraiment, qui manifeste aucun sentiment, aucune émotion, aucune surprise, qui regarde le paysage devant lui. Et je dis à René, on s'est garé devant son paysage. On lui bouche un peu la vue, quoi. Et René dit non, ça va, il y a de la place quand même. Et je lui dis, ce chien est il est beau, quoi, mais il n'a même pas manifesté. Quand j'ai claqué la portière, tout ça, il a pas dit bonjour ni rien, quoi. Et il me dit, bah, tu sais, il est en train de mourir. Il est là, c'est les paysans qui l'ont laissé là, parce que c'est son endroit, il s'est mis là. Et c'était une terre un peu comme du sable, un peu sablonneuse, et il s'était planté là. Et il avait la tête droite, il avait une très belle prestance, il regardait, et voilà, et là je me suis dit, bravo, chapeau, voilà un être qui peut m'influencer. Ouais, bravo. Bah, sur la Terre, je m'en foutrais un peu, parce que la Terre, elle est ronde, elle est ronde, et elle a beau être différente, elle est quand même toujours un peu pareille, peuplée par des gens qui parlent avec leur bouche, qui entendent avec leurs oreilles, qui voient avec leurs yeux. Donc si j'avais le don d'ubiquité, j'adorerais être dans un endroit ailleurs, dans la galaxie, ou ailleurs, avec des gens, ou des êtres, ou je sais pas quoi, des entités qui ne parlent pas avec des mots, qui ne parlent pas avec le langage, qui communiquent. Voilà, j'aimerais une ubiquité comme ça, que je ne peux même pas du tout imaginer. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Autrement, le don d'ubiquité pour être avec des gens que je peux imaginer, non, c'est pas besoin, j'en veux pas. Eh bien, je reprends évidence. Évidence. Je vais musique, parce que justement avec tous ces mots, s'il y a la musique en plus, alors là c'est pas mal.
Ça devient pas, c'est plus tac tac tac, mais c'est autre chose, quoi. Évidence, musique et motoculteur. Oh, le motoculteur. Voilà. Une surface réfléchissante. On pense tout de suite au miroir. Mais peut-être que toute surface est réfléchissante, que toute matière réfléchit forcément, quoi. Et c'est vrai que ce mot réfléchi est très joli. C'est un très beau mot qui joue vraiment à la fois sur quelque chose de chimique, hein, une réflexion chimique ou physique, et puis cette histoire de réflexion qu'on a perpétuellement, je trouve ça très joli. Et surface, c'est un joli mot aussi, parce que tout est surface, au fond, on est... Même si vous faites un trou dans quelque chose, vous refaites encore une surface à l'intérieur du trou. Donc c'est bien aussi d'arriver presque à se contenter de la surface, de ne pas avoir des volontés de profondeur. Donc une surface qui réfléchit, c'est peut-être que les mots, les images réfléchissent aussi. Si la télé réfléchissait plus, quoi, nous on pleure sur les images de la télé qui nous tirent les larmes telle fois, mais ça serait formidable que la télé pleure aussi, quoi. Si l'écran de télé se couvrait de sang à certains moments, je pense que ça serait bien qu'il faut. Donc que l'écran de télé réfléchisse et se couvre de larmes de sang. Ils sont dans les vignes les moineaux, ils sont dans les vignes les moineaux, ils ont mangé tous les raisins, ils ont chié tous les pépins. C'est un grand mot, ça, c'est un mot qui fait un peu peur. Le bonheur. C'est vrai qu'il y a des mots qui sont plus simples à définir. Le bonheur, c'est difficile, hein. C'est une question vachement difficile. Moi, je sais, j'ai des fois été étonné de parler avec des gens de la guerre, de la résistance, de choses comme ça. Parler avec un plaisir extraordinaire. Donc il y a des périodes qui sont difficiles où ils ont côtoyé la mort, où des amis à eux sont morts, et ils en parlent avec beaucoup de bonheur au fond. Donc le bonheur, c'est moi j'allais dire, c'est de ne pas être malade, de ne pas être ci, d'être bien et tout, et peut-être que c'est pas ça non plus, que c'est peut-être des difficultés, quelqu'un une fois, un Américain parlait de ses grands-parents qui avaient vécu la crise économique de 1929, et lui il était tout petit et il était avec ces gens âgés qui après avaient vieilli, mais là quand il était tout petit, il disait on était tous dans une pièce. Il y en avait un ou deux qui arrivaient à travailler, qui nourrissaient tous les autres, et tout le monde dormait presque les uns sur les autres, et pour lui c'est un merveilleux souvenir, c'est un souvenir formidable, quoi. Voilà. Et même c'est les grands-parents, quand ils parlent de cette époque-là, qui eux ils étaient adultes à cette époque-là, ils en parlent comme d'un moment très, très chaud, de quelque chose. Voilà. Donc nous on a tendance à dire d'avoir la bonne santé, d'avoir la sécurité sociale et d'avoir un peu de fric. Voilà. Mais c'est peut-être pas ça. C'est pas ça le bonheur, je pense pas, non. Non. Ah ben voilà, j'ai pas mes lunettes. Donc je vais essayer. Tac, j'y vois, mais c'est très difficile à lire. Alors c'est une phrase qui est écrite en rouge,
avec des lettres qui sont toutes petites, qui se lisent apparemment de gauche à droite, mais j'ai comme l'impression que les lettres sont les unes sur les autres et font quelque chose d'un peu rose, qui est entre le rose et le rouge foncé. Et petit à petit, je commence à découvrir le mot like, is like, donc je suis du côté anglais, je retourne et j'arrive à lire conscient ce que je n'arrive pas à lire, ça. Donc si quelqu'un dans la pièce pouvait m'aider par hasard, quelqu'un qui a besoin de lunettes, Avec lunettes. Conscience, c'est comme la belle-mère qui est toujours là. Conscience, c'est comme la belle-mère qui est toujours là. En anglais, ça donne Conscience is like the mother-in-law who is always there. Ah ben, je regrette pas finalement de ne pas être arrivé à la lire dès le début. Ah, les blagues avec les belles-mères, ça, il y en a eu, il y en aura. Ah oui, ben, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Très content. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Pour toutes les belles-mères.